tester l'enregistrement. Ok, ça a l'air d'être parti. Ok, du coup, merci beaucoup d'être venu pour cet atelier, en tout cas cet échange, même s'il reste on est nombreux, donc du coup, ça va être... j'ai évidemment une position privilégiée dans cet échange. On va parler d'un sujet qui est d'actualité, donc les métavers. On va essayer d'avoir d'abord une introduction, essayer de se rendre compte que dans l'actualité, il y a effectivement beaucoup de choses qui bougent. On essaiera d'avoir une définition de ce que peut être ces métavers. On essaiera d'avoir du recul et un historique et aussi un retour d'expérience sur l'utilisation de ces mondes synthétiques que vous avez peut-être aussi pour certains déjà expérimentés et qui sont peut-être déjà des briques de ce qui est annoncé pour la suite. Et on verra qu'il y a déjà, d'un point de vue historique, des choses qui ont fonctionné et d'autres qui ont moins fonctionné. Et au final, on essaiera de voir un petit peu les perspectives et les enjeux tout au long de la présentation. L'actualité, elle est débordante et elle a été ravivée très vivement par la présentation de Mark Zuckerberg il y a peu de temps autour du renommage de son entreprise qui contient à la fois Facebook mais également d'autres applications comme Instagram, WhatsApp, etc. Donc c'est le nom de l'entreprise mère du côté de Facebook qui change pour indiquer une réorientation de l'entreprise autour d'un concept qu'on appelle le métaverse et qu'on essaiera du coup de définir. Mais en tout cas, l'engagement a l'air d'être plus que juste symbolique puisqu'ils annoncent des chiffres importants pour aboutir à leurs objectifs. Donc les chiffres importants, c'est 10 milliards de dollars investis dans un premier temps sur cette orientation. C'est 58 000 emplois et notamment en Europe, 10 000 emplois. Donc probablement des emplois de haut niveau, à savoir des ingénieurs, mais aussi des artistes. On peut imaginer des concepteurs et des modeleurs 3D notamment. Ce n'est pas du tout le seul acteur sur ce domaine des métaverses qu'on va essayer de définir tout à l'heure. Celui-là, vous ne le connaissez peut-être pas. Il a néanmoins un polo avec le nom de son entreprise qui s'appelle Epic Games. Donc, il détient notamment un moteur de jeu qui s'appelle Unreal Engine. Et il est aussi l'auteur d'un jeu vidéo qui est très populaire et qui s'appelle Fortnite. Il s'intéresse depuis longtemps à la thématique des métaverses. Et lui prédit aussi des chiffres importants dans les prochaines décades, décennies plutôt, si ce concept devait prendre vraiment corps. Il prédit une économie autour du multitrillion de dollars. Donc c'est des chiffres absolument astronomiques, à condition que le modèle économique justement soit serein et pour tout le monde. Et on verra qu'il y a tout plein de modèles économiques différents qui pourraient s'installer. Du côté français, il y a aussi des technophiles. Vous reconnaissez peut-être Jean-Michel Jarre, qui a toujours utilisé du coup la techno pour faire de la musique et qui dit qu'il faudrait que la France crée son métavers. Et il annonce, lui, que ce serait pour lui le mode d'expression majeur du XXIe siècle. Et si on continue, eh bien, on voit une sorte de tourbillon d'annonces très étonnantes qui vont de la vente de terrains virtuels à 2,4 millions de dollars dans un monde virtuel que vous avez peut-être jamais entendu parler, qui s'appelle Decentraland. Et puis, vous serez peut-être encore plus étonné de voir qu'on peut acheter un bateau virtuel qui n'est pas très beau, par ailleurs, pour 570 000 euros dans un autre monde virtuel qui s'appelle The Sandbox. Et puis, si vous essayez de vous informer sur YouTube, vous allez rencontrer plein de gens très enthousiastes et qui vous disent qu'il est temps de se dépêcher pour être les premiers dans les métaverses et devenir à coup sûr millionnaire. Donc du coup, c'est évidemment étonnant et probablement inquiétant. Les mondes dans lesquels on fait référence là, sur les acquisitions d'achat de terrains virtuels sont
sont des mondes qui sont peu utilisés pour l'instant, avec une croissance qui est très faible. Et donc, on a aussi des acteurs qui sont sur de l'expérimentation et aussi sur de la spéculation qui est très forte. J'ai mis un petit article ici qui met justement un petit peu en perspective les chiffres réels sur les mondes de type très décentralisé. Alors, en gros, il est urgent de prendre du recul et de faire un petit peu une pause, et d'essayer d'avoir une cartographie finalement de tous les acteurs qui s'intéressent depuis soit très longtemps ou soit plus récemment autour de ce concept du métaverse. Alors, on a des très gros acteurs comme Facebook et Epic Games, des acteurs qui sont aussi gros et qui sont moins visibles et qui ont des investissements dans ce domaine-là depuis pas mal de temps. On sait que Apple, notamment, devrait sortir un casque de réalité augmenté ou mixte l'année prochaine, d'après les rumeurs. On a des acteurs comme Valve, qui fait des plateformes de jeux comme Steam, pour les connaisseurs sur PC, Sony, Google, Amazon, qui aimeraient bien être l'infrastructure en fait, de ce métaverse. Il y a des acteurs qui sont de taille moyenne, qui essayent de spécialiser dans ce domaine et qui pourraient avoir une carte à jouer. Et on a des tout petits acteurs qui essayent d'expérimenter autour de technologies assez récentes comme les crypto-monnaies et les NFT qui donnent une possibilité de rendre un objet non copiable et du coup de le rendre unique à son propriétaire et à sa communauté également. On a du coup des modèles très différents. Et en fait, tout le monde se rappelle de la dernière grande plateforme qui a été le smartphone, qui a vu la domination de deux entreprises, que sont Apple et Google, avec des stores qui prennent 30% des transactions du côté des créateurs et qui vendent du contenu. Et du coup, il est un petit peu évident que si le métaverse devait devenir une nouvelle plateforme, à ce moment-là, évidemment, tout le monde y voit un intérêt stratégique de se positionner le plus tôt possible. Et on va du coup de modèles qui pourraient être centralisés comme Facebook, éventuellement Epic Games, plus ou moins fermés, plus ou moins interopérables, à des choses qui seraient beaucoup plus décentralisées dans son fonctionnement, dans sa gouvernance et dans son économie. Du coup, on va essayer d'avoir une définition, puisqu'on voit plein d'articles qui tournent autour du métaverse sans savoir exactement de quoi il s'agit. Il y en a divers et variés, et ça va être difficile de trouver un tronc commun, mais on va essayer de le faire quand même. Donc, je suis allé sur la Wikipédia, qui est quand même utilisée par tout plein de gens, et j'ai essayé de voir ce qu'on nous propose. La première chose qu'on voit sur la page qui définit le métaverse, on voit tout de suite une photo. Et en général, le regard humain est très vite attiré par une photo. Et on nous parle d'avatars qui se socialisent déjà en 2003 dans un monde virtuel qui s'appelle Second Life. Donc un environnement 3D avec des personnes qui utilisent un avatar. Et si on regarde l'article un peu plus en détail, on nous dit que le métaverse, c'est une contraction de méta et de univers. Méta, ça veut dire, c'est un préfixe qui vient du grec qui veut dire au-delà ou qui transcende. Et univers, c'est un espace 3D qu'on connaît. Ce serait une itération hypothétique, donc tout le monde n'est pas d'accord, de l'Internet, qui supporte un environnement en ligne 3D qui serait accessible au travers de l'informatique personnelle de type PC ou smartphone, mais également accessible au travers de casques de réalité virtuelle et augmentée. On nous dit qu'il y a des tentatives d'étendre cet usage à des domaines comme l'éducation, le business, la vente en ligne. Et on nous dit que c'est aussi un domaine qui est très critiqué et très controversé aujourd'hui. Donc du coup, je vous propose déjà une première, en tout cas un dénominateur commun de tout ça. Alors moi, je vais partir sur l'idée que c'est un environnement 3D social, donc avec d'autres personnes dedans. Et on va partir sur de la 3D, quelque chose qui est plutôt large, qu'on va pouvoir aller visiter et explorer. Pour d'autres personnes, ça va être un environnement 3D social et persistant, c'est-à-dire qu'ils envisagent le métaverse comme quelque chose qui continue après que vous vous déconnectez et qui éventuellement va pouvoir évoluer avec des objets ou un monde qui va
qui va évoluer lorsque vous êtes, vous, déconnecté de cet environnement 3D social. Pour d'autres, c'est aussi un environnement 3D social persistant et immersif. Et l'immersion, ça va être très subjectif. Donc, si on prend un casque de réalité virtuelle, on va être effectivement facilement plongé finalement dans ce monde virtuel. Néanmoins, pour d'autres personnes, on peut tout à fait utiliser son clavier et sa souris et son écran pour être immergé dans ce monde aussi. Et on verra ce que apportent en plus finalement les casques de réalité virtuelle. Et puis, au final, ça pourrait être aussi quelque chose d'interopérable. C'est-à-dire que si on devait avoir plusieurs métaverses qui coexistent, bien, le désir serait que la personne puisse prendre son avatar, donc sa représentation 3D, et passer d'un monde virtuel à un autre monde virtuel en emmenant éventuellement aussi ses objets, son t-shirt ou d'autres objets virtuels. Alors, sur la partie interopérabilité, on n'y est pas pour l'instant. Mais maintenant, pour tout le reste, on va essayer de prendre du coup un recul un petit peu historique et de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et ce qui pourrait nous éclairer un petit peu sur la suite. Et du coup, on va partir en 1969, puisque là, le désir d'aller dans d'autres mondes s'exprime fortement avec la conquête de l'espace et l'homme sur la Lune. C'est très médiatisé. Et finalement, l'homme ne va pas rester longtemps sur la Lune. Il fait froid, c'est dangereux, ça coûte cher. Et sur la petite planète bleue qu'on voit derrière, va se développer une autre forme d'expansion qui est celle des ordinateurs dans les universités, qui commencent à être reliés tout doucement les uns aux autres dans les universités. Si on fait un bond de 10 ans dans le futur, on va se trouver du coup en 1980. Et ça, c'est le premier monde synthétique accessible au grand public. Ça se trouvait dans des lieux qu'on appelle les salles d'arcade à l'époque. Il s'agit de mettre sa tête dans une sorte de casque ici, qu'on appelle plutôt un périscope plutôt qu'un casque de réalité virtuelle. Et on voit déjà une première représentation d'un espace, d'un volume 3D dans laquelle l'usager, avec 2 manettes, va pouvoir se déplacer. Donc ça, c'est le premier monde virtuel auquel moi j'ai eu accès, puisque j'ai grandi dans les années 80. Et très facilement, le cerveau humain, finalement, arrive à s'orienter dans ce monde synthétique qui n'est pas un monde réel. Néanmoins, ce n'est pas social, parce qu'il n'y a pas d'autres gens dedans. Il y a des gens autour, éventuellement, qui peuvent vous regarder, avec lesquels vous pouvez discuter. Ce n'est pas persistant, le monde ne va pas changer avec vos actions. La partie va redémarrer et puis ça va repartir à zéro. J'ai mis un lien vers la vidéo, puis vous pourrez toujours aller explorer un peu plus les différents exemples que je vais vous montrer. En 1981, c'est le début de l'informatique personnelle, surtout en France, avec les premiers ordinateurs qui sont accessibles en termes de prix. Donc ça, c'est mon premier ordinateur individuel. Et ça, c'est le premier jeu que j'ai acheté. Et c'était déjà un jeu sur un monde synthétique, donc en 3D. Et il fallait éviter un dinosaure dedans. C'était pas très intéressant, c'était pas très social. On s'y ennuyait quand même très vite. Et rien qui nous laisse présager que les métaverses soient quelque chose de... on n'imaginait pas encore ce concept-là à l'époque. Néanmoins, en 1982, on a une expérience qui est immersive pour le coup, mais qui n'est pas interactive, et qui vient de Walt Disney, qui sort un film qui s'appelle Tron, dans lequel les protagonistes vont être aspirés dans le monde. Et on voit pour la première fois un monde synthétique vaste qui est généré par l'ordinateur, qui est coloré, avec de l'architecture improbable, mais aussi avec des choses qu'on ne pourrait pas voir dans le monde réel, notamment une course de moto, avec une sorte de mur qui est généré, coloré, et qui est infranchissable. Et on imagine déjà, on commence à être impressionné par ce que pourraient éventuellement être un jour ces mondes synthétiques générés par des ordinateurs, où on peut faire des choses qui ne semblent finalement pas possibles dans le monde réel. Si on fait un bond de 10 ans en avant, là on est en 1990, et je ne sais pas si vous arrivez à imaginer ce que c'est. Si on allume cet ordinateur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a un nouveau jeu vidéo en 3D qui va arriver?
Et en fait, ce n'est pas un jeu qui va arriver, c'est le web, les ordinateurs étant maintenant reliés les uns aux autres dans les universités. Des gens se posent la question de comment faire pour rendre interopérable tout cela et comment aussi faciliter l'accès aux publications de recherche. Donc on invente des protocoles, on invente aussi un langage qui permet de créer des clones numériques des pages papier de publication. Alors c'est moins bien de lire sur un écran, c'est moins agréable, certes, mais comme c'est en numérique, les chercheurs se sont posé la question de ce que ça pouvait apporter en plus. Et du coup, ils ont inventé le concept d'hypertexte. L'hypertexte, c'est hyper bien puisque ça va permettre de se téléporter d'une page de publication à une autre page. Le modèle qui est choisi par le chercheur, Tim Berners-Lee, en 1990, c'est un modèle qui est gratuit, qui est open source, comme la science ouverte. Et n'importe qui peut installer sur sa machine ou sur un serveur, c'est-à-dire une machine qui est tout le temps allumée, ces clones de publications sous format HTML. Donc. Et ça va pour le coup avoir un véritable succès, puisqu'en 2021, on dénombre 4,7 milliards d'usagers du web. Alors, il y a du texte, il y a de l'image, il y aura plus tard de la vidéo, à partir des années 2000. Alors, qu'en est-il de la 3D, puisqu'on parle ici de 3D? Alors, la 3D va arriver dans les navigateurs très vite. Enfin, il y a un désir profond chez certaines personnes, peut-être chez certaines personnes, de mettre de la 3D. Et donc, on a un standard qui s'appelle le VRML, pour Reality Virtual, Markup Language. Et c'est un peu compliqué. Les ordinateurs ne sont pas assez puissants. Il faut aussi un plugin qui permet de le faire tourner. C'est lent à charger. Et les ordinateurs vont tout de même évoluer. Ils vont être plus puissants. Et ces standards vont évoluer vers d'autres standards. Donc aujourd'hui, on a depuis plusieurs années un standard qui s'appelle le WebGL, qui tourne sur tous les navigateurs sans nécessité de plugin. Néanmoins, ça prend un certain temps à charger. Vous le verrez peut-être pas partout. En tout cas, cette technologie existe. Je peux me déplacer dans une simple page web dans un environnement effectivement en 3D. Mais ça s'est pas démocratisé partout en fait sur le web. Alors il y a un site quand même qui est populaire, qui est un site français, sketchfab.com, qui est l'équivalent de YouTube, de la vidéo, mais pour les gens qui font de la modélisation 3D. Ça compte 5 millions de membres aujourd'hui et ça a été racheté par Epic Games, donc le monsieur qui fait Fortnite et Unreal Engine. Néanmoins, le fait que ce ne soit pas développé du côté des usagers de façon plus importante peut nous amener déjà à avoir peut-être un doute sur le fait qu'on partira tous très vite sur de la 3D partout. En tout cas, ça peut nous interroger. On est toujours en 90, au début des années 90, et 1992 plus précisément. Et on repart dans la science-fiction, et cette fois-ci avec un livre qui est souvent cité quand on parle de métaverse, parce que c'est lui qui va inventer ce terme métaverse. Et c'est aussi le premier livre qui va montrer l'interaction d'humains dans un monde synthétique au travers d'avatars et au travers aussi d'une économie qui passe par l'achat de terrain virtuel et des microtransactions, donc pour l'achat de biens numériques et virtuels à l'intérieur de ce monde. Déjà dans les années 90, chez certaines personnes, il y avait un désir de nouveau de réalité virtuelle. On voyait déjà des casques, mais qui étaient très chers et qui rendaient très vite malades les présentateurs télé qui faisaient l'expérience donc à la télé. Donc là, vous avez une vidéo qui vous remontrera ceci. Et donc, ça n'a pas pris davantage. Dans les années 90 et surtout fin 90, on voit de grands acteurs du monde des jeux vidéo qui, eux, font des environnements du coup en 3D, simples joueurs, mais aussi multijoueurs, c'est-à-dire des parties qui disparaissent une fois qu'elles sont finies. Donc on a des jeux qui vont très bien se vendre, comme Half-Life, qui va rendre riche ce monsieur-là, qui va créer une plateforme qui s'appelle Steam, et qui va aussi développer des casques de réalité virtuelle.
Et puis un autre jeu qui s'appelle Unreal, qui va rendre riche ce monsieur-là, qui va créer Epic Games et donc aussi Fortnite par la suite. C'est le début aussi de l'ADSL, donc un Internet qui est plus propice finalement au développement et à l'accès de ces mondes en multijoueur et plus tard en ligne. Et déjà sur le PC, qui est une plateforme ouverte, contrairement aux consoles qui existaient, on a la possibilité, dans certains jeux, de continuer à créer des extensions du jeu. Et de façon assez étonnante, déjà à l'époque, sur des outils qui sont complexes, on voit des enthousiastes qui commencent à créer des extensions de jeux, voire même des jeux complètement nouveaux, de par l'ouverture des outils. Fin 99, c'est aussi une période intéressante pour le cinéma et la science-fiction, avec un film qui va devenir iconique, que tout le monde va voir. Même les étudiants aujourd'hui, qui n'étaient pas du tout de cette génération, ont vu ce film-là. Ça va frapper l'imaginaire collectif, puisqu'on nous propose un monde dans lequel on sera peut-être plus dans la capacité à distinguer le réel du virtuel. Aujourd'hui, quand on parle de fake news, on sait qu'on a du mal à distinguer une photo réelle d'une photo virtuelle ou retouchée. Même une vidéo, on peut la retoucher et c'est difficile de savoir si elle est réelle ou pas. Est-ce qu'un jour, on sera dans un monde synthétique où on aura du mal, là aussi, à distinguer le réel du virtuel? Et c'est donc la thématique de ce film-là. À cette époque-là, on commence à voir l'émergence de jeux vidéo qui ne sont pas juste des petites parties multijoueurs, mais qui essayent de proposer un monde très vaste, multijoueur. Donc on parle de jeux massivement multijoueurs, habités par tout plein de gens, qui vont se déplacer avec des avatars. Et le premier qui va commencer à avoir du succès, c'est un jeu édité par Sony, un jeu qui s'appelle EverQuest, avec jusqu'à 1,5 million de joueurs qui non seulement vont acheter le jeu, mais en plus, ils vont payer un abonnement tous les mois. Sachant que le monde évolue, sachant qu'il y a des extensions au monde et que tout ça, ça change, même lorsque le joueur n'est pas dans ce monde synthétique. Alors ça, c'est des choses que je n'ai pas testées à l'époque, je n'avais pas une connexion suffisamment bonne pour ça, et surtout l'idée de payer un abonnement m'était mais alors complètement étranger. Je ne comprenais pas ce que faisaient ces gens-là dans ces mondes synthétiques. Début 2000, on voit aussi un désir de cloner des choses du monde réel. Donc on a cloné un petit peu le papier avec l'HTML. On va cloner carrément une représentation de la Terre. Il y a plusieurs acteurs qui ont essayé ça. Et celui qui va vraiment émerger, c'est Keyhole, qui va ensuite être acheté par Google et qu'on va nous connaître sous le nom de Google Earth, qui va avoir du succès parce qu'il va devenir gratuit, il était payant à l'époque, et qui nous propose une représentation 3D du monde. Et on peut même créer des structures 3D dans ce jumeau de la Terre. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé. Je faisais beaucoup de randonnées et de sorties VTT. J'utilisais ce jumeau de la Terre avec un langage qui n'est pas sans rappeler l'HTML, qui s'appelle le KML, et qui permet de rajouter en fait des informations à l'intérieur de ce monde en double. Donc là, il s'agissait de préparer des sorties, il s'agissait aussi de recontextualiser des photos et des parcours VTT en synchronisant par exemple son GPS et ses photos, sachant que les smartphones n'existaient pas encore à cette époque-là. 2003, l'idée de monde synthétique vaste, ouvert, donc de métaverse au sens où on l'entend persistant et massivement utilisateur au travers d'avatars, va connaître une ouverture médiatique. En 2003, 2004, 2005, il y a un monde synthétique qui s'appelle Second Life, qui va être très médiatisé pendant une certaine période, qui va monter jusqu'à 1 million d'usagers, puis ne va pas arriver à monter au-delà et va même décliner. Même pendant le confinement, on observe un déclin de Second Life. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un accès gratuit au monde pour les usagers, mais par contre payant pour les gens qui veulent créer des contenus dans ce métaverse. Donc, c'est centralisé, c'est commercial. On peut acheter une île et avec des outils de création à l'intérieur du monde, qui sont d'ailleurs très bien faits, ces outils de création, ben, on peut créer des îles
ou des environnements. Donc, on y trouvait Adidas, par exemple, qui a reproduit sa boutique du coup, dans ce monde. On y retrouvait IBM, on y retrouvait des universités américaines, on y retrouvait des gens qui faisaient des recréations historiques. On y trouvait aussi des gens, et ils y sont toujours, hein, des gens qui font du jeu de rôle, à savoir une sorte de théâtre d'improvisation qui utilise le monde virtuel. Donc payant pour le terrain et pas cher, donc très différent du web, hein, qu'on pouvait installer n'importe où et faire ses pages HTML n'importe où. Navigation aussi inhabituelle, très différente des jeux vidéo, qui fait que ce n'est pas un monde qui a été, que les jeunes se sont appropriés. On ne va pas trouver beaucoup de jeunes dans ce monde synthétique. Néanmoins, en 2007, il y a une partie qui devient open source et qui permet à d'autres projets, donc un projet open source qui s'appelle Open Simulator, de créer en fait une sorte de clone open source qu'on peut installer sur son serveur. Et à l'université, si vous suivez ce lien plus tard, vous verrez qu'on a un simulateur, on a un serveur Open Simulator dans lequel il y a des chercheurs qui y font des choses. Néanmoins, la navigation reste assez différente du monde du jeu vidéo et on n'a pas un enthousiasme extraordinaire qui vient des étudiants sur ce type de navigation. Donc ça reste relativement restreint en termes d'usage et ce n'a pas pris le monde de façon importante. 2005, il se passe encore des choses. Vous avez Facebook qui, aujourd'hui, dont on a parlé en introduction, qui vous propose soit de créer un clone de votre vraie personnalité, souvent édulcorée, hein, vous montrez les plus belles choses que vous mangez, les plus beaux endroits auxquels vous allez, mais en tout cas basé sur votre vraie personnalité. Et puis aussi quelque chose de complètement fantaisiste qui s'appelle World of Warcraft, donc un monde synthétique de nouveau comme EverQuest, qui va vous proposer de vous échapper dans un monde d'héroïque fantasy. Et Facebook va très bien marcher, hein, c'est gratuit, il ne faut pas payer de compte, tout le monde peut y avoir accès. Néanmoins, World of Warcraft, qui est cher, hein, c'est quand même une cinquantaine d'euros à l'époque, il faut payer 15 € par mois pour avoir accès à ce monde synthétique. Et il va prendre aussi les médias, les médias vont beaucoup en parler parce qu'il y a une vraie association de ce monde synthétique et fantaisiste, et qui arrive quand même à 11,5 millions de joueurs réguliers, c'est-à-dire qui payent leur abonnement tous les mois. Et on est 10 fois plus à ce moment-là que Second Life, qui était ouvert à toutes les thématiques finalement. Donc à partir de ce moment-là, il y a plein de gens qui vont commencer à s'intéresser et à étudier le succès de World of Warcraft. Donc dans ces gens, on va trouver des psychologues, des ethnologues, des économistes également, et notamment Richard Bartle, qui est un Anglais, et qui va essayer d'interviewer et puis de sonder en fait la motivation intrinsèque de ses usagers dans ce monde virtuel. Et donc lui, il arrive par un système de questions et de réponses et de formulaires, il arrive à distinguer 4 types de joueurs en fonction de leur motivation intrinsèque. Des gens qui sont intéressés d'être en compétition contre d'autres joueurs et d'arriver à les dominer. Donc il appelle ça des killers. Des gens qui aiment essayer d'arriver tout ce qui est faisable dans le monde virtuel, donc qui essayent de se battre contre l'environnement et de pouvoir montrer leur degré d'expertise de ce monde virtuel, donc de collectionner un certain nombre de badges qui montrent leur réussite. Donc ça, il appelle ça les achievers. Et puis des gens qui aiment juste explorer et qui vont simplement prendre plaisir à aller partout où c'est possible. Et puis aussi des gens qui sont juste là pour discuter, pour parler, pour s'organiser ensemble, pour entrer en coopération, pour faire des choses avec d'autres. Et à ce moment-là, la presse parle beaucoup des abus autour de ces mondes virtuels, et sans forcément comprendre ce dont il s'agit. Et finalement, le résultat, c'est que le monde est très utilisé pour rencontrer en fait d'autres personnes. Et la motivation intrinsèque première qui est mise en avant, c'est le fait de pouvoir
rentrer en coopération et aussi donc s'allier avec d'autres personnes autour de ce qu'on appelle des guildes, qui vont former des systèmes de valeurs différentes dans lesquels les individus vont interagir et s'organiser. 2007, il y a aussi un chercheur, professeur d'économie aux États-Unis, qui remarque cette montée en puissance très forte des mondes virtuels, qui génère une vraie économie, puisqu'en fait, on peut ramasser des objets virtuels, on peut les revendre dans un hôtel des ventes virtuel dans le monde, mais on peut aussi, des gens revendaient des objets rares sur eBay, par exemple. Donc il y avait toute une économie parallèle et une vraie économie, du coup, qui était autour de ces mondes synthétiques. Et lorsque tout ça explosait vers le haut, lui se posait la question si finalement il n'y allait pas y avoir, dès 2007, un exode massif vers ces mondes synthétiques. On va voir ce que ça va donner par la suite. Et il disait que si cet exode continue et si plus de gens vont aller vers ces mondes virtuels, à ce moment-là, le monde réel sera en compétition avec les mondes virtuels. Et le monde réel sera bien obligé de s'adapter en termes d'attractivité, mais aussi en termes de métriques, de réussite, de progression, etc., qu'on trouve très facilement dans les environnements ludiques, qui offrent réellement des indicateurs en fait, de progression qu'on ne trouve pas forcément dans le monde réel. Donc cette perspective, en fait, elle ne s'est pas réalisée. Le monde de Warcraft va s'arrêter en termes de progression et d'usagers mensuels à l'époque, en 2008, disons 2011, ça ne va pas aller beaucoup plus haut. Il y a un échec vers une progression plus large et plein d'acteurs vont essayer d'amener d'autres licences, comme par exemple, alors j'ai des collègues qui arrivent, comme par exemple des licences comme Star Wars, Marvel et d'autres environnements qui ont du potentiel, et finalement tout le monde va essayer et tout le monde va échouer. Et c'est la fin finalement des gros investissements pour créer des mondes virtuels qui soient riches et très larges. Néanmoins, en 2010, il y a en Suède quelqu'un qui va avoir une approche très différente des mondes synthétiques. Je ne sais pas si vous reconnaissez du coup ce jeu et si vous reconnaissez du coup la personne. Donc c'est essentiellement un joueur un développeur qui est isolé et qui arrive finalement à créer quelque chose qui va être significatif. Donc ça, c'est le jeu qui s'appelle Minecraft. C'est un monde procédural qui est très très large. Vous pouvez créer votre propre monde pour le coup, mais vous pouvez aussi le partager avec les personnes que vous voulez. Alors il faut l'acheter, enfin le jeu est payant. Ça va être le jeu en fait payant le plus vendu au monde, Minecraft. Et il est persistant, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des choses dessus et ça va rester, vous pouvez revenir, vous reconnecter, etc. Donc ça va très bien marcher et Microsoft va être très intéressé par ce jeu-là, va le racheter en 2014 pour 2,5 milliards de dollars, alors qu'il a été développé par essentiellement une seule personne. Les gens étaient très critiques à l'époque de l'achat de Microsoft en se disant « mais c'est n'importe quoi, de toute façon ça ne va pas évoluer beaucoup plus vers le haut ». Et finalement, ça a évolué beaucoup plus vers le haut. Donc on n'est pas comme un monde de Warcraft qui va décliner, mais on est dans quelque chose qui a débuté en 2010 et qui va continuer à progresser. Donc aujourd'hui, en termes d'usagers mensuels, on est à 140 millions d'usagers mensuels sur Minecraft. Ce qui correspond quand même au top 10 des pays dans la réalité les plus peuplés au monde, avec une population, là vous le voyez, qui est vraiment jeune et qui va vraiment du coup s'approprier sur la durée cet environnement synthétique, social et aussi donc créatif pour le coup. Alors il est très créatif, hein, en fait c'est comme des Lego, mais des Lego numériques. Donc on peut faire tout plein de choses. Par exemple, la cathédrale de Strasbourg, il y a même Strasbourg qui est reconstituée par des joueurs sur un des serveurs Minecraft. On peut aussi imaginer tout plein de choses. Comme on peut installer le monde où on veut, il vous appartient ce monde, et on peut faire des modifications au monde. Par exemple, il y a un monde qui permet de faire de la mécanique quantique. C'est-à-dire que les mouvements dans le monde vont refléter les lois de la mécanique quantique. Et donc on peut imaginer de changer les lois physiques d'un monde et de voir s'il y a un intérêt en termes d'apprentissage, voire même
en termes de recherche. Et cette idée de monde créatif, orienté beaucoup donc, vers un public jeune, il va se trouver sur d'autres jeux. Il y a un jeu que vous n'avez peut-être pas entendu parler qui s'appelle Roblox, ça a commencé en 2006, et je ne l'avais pas du tout vu à l'époque, qui aujourd'hui est plutôt basé sur un graphisme, enfin c'est plutôt le principe des Playmobil, avec des outils pour créer des environnements 3D dedans. Et il a 43 millions d'usagers, jeunes essentiellement, et il est rentré en bourse pour 45 milliards de dollars. Donc là aussi, il y a beaucoup d'usages. Si on revient du côté de la science-fiction, on a un livre qui va être plus accessible que le livre de Snow Crash de Stephenson, qui est dur à lire. Mais celui-là, il est vraiment intéressant si vous voulez lire un roman, qui est un roman d'anticipation. Ernest Cline, en 2011, imagine ce que serait le monde si une entité comme Facebook développait son réseau social sous la forme d'un univers 3D persistant, social, d'un métaverse, sous fond de crise économique et sous fond de crise écologique dans laquelle, par ailleurs, nous sommes. Du coup, il imagine ce que pourrait être le monde si la technologie était prête. Il imagine le monde du divertissement. Ce serait quoi, le monde du divertissement ? Il imagine le monde du travail. Il imagine le monde de l'éducation. Alors, Steven Spielberg a racheté les droits du livre. Il en a fait un film qui n'est pas extraordinaire dans le sens où il s'est arrêté qu'au monde du divertissement. Il n'est pas allé au-delà. Il n'a pas montré l'anticipation qu'imaginait donc Ernest Cline sur le travail et sur l'éducation. Néanmoins, il est évident que ce type de livre, et en particulier celui-là, a inspiré des gens comme Mark Zuckerberg et les ingénieurs qui travaillent aujourd'hui sur la réalité virtuelle. Réalité virtuelle qui revient dans l'actualité à l'époque, puisque de par le financement participatif, un casque et un projet de casque de réalité virtuelle reçoit suffisamment de financement, 2,5 millions de dollars quand même, et Facebook va racheter ce casque en 2014 et va en faire une sorte de store aussi attaché au casque, un petit peu comme les stores de l'App Store et puis le Google Store, et va proposer aux développeurs de créer des activités liées à la réalité virtuelle et à l'utilisation de ce casque de réalité virtuelle. Et donc, il a tout loisir de voir finalement ce qui va marcher ou pas. Le modèle économique, c'est que si vous vendez un jeu, il prend 30% de la vente, comme le font Google et puis Apple pour les smartphones. Et là, il va voir un jeu qui va commencer à fonctionner, qui s'appelle VRChat, qui sont des chatrooms, mais simplement de façon immersive au travers d'un avatar. Vous êtes dans votre environnement fantaisiste et avec votre avatar qui peut être pour le coup très fantaisiste. Et on verra que dans la préfiguration de ce qu'il a proposé là, il y a un mois, on voit une version qui est qui est un petit peu moins, qui part moins dans toutes les directions, mais qui prend en fait le même principe. VRChat regroupe quand même 50 000 mondes créés par les utilisateurs, d'après le constructeur, d'après le développeur, et 40 000 joueurs simultanés lors de la fête du Nouvel An 2020. Alors, je n'ai pas vraiment essayé, mais c'est un acteur qui est notable. Autre acteur notable qui n'a pas grand-chose à voir avec le monde de la réalité virtuelle et des métaverses, et qui pourtant, à mon sens, est une vraie passerelle, c'est Twitch, qui est un environnement de streaming, notamment de joueurs qui s'enregistrent à explorer des mondes synthétiques 3D, très souvent ludiques. Donc sur Twitch, on voit beaucoup les gens le type de jeu auquel ils jouent. Et c'est aussi une façon finalement de montrer à d'autres l'activité dans un monde synthétique et aussi peut-être un jour de les inviter et de les amener directement dans le monde. En tout cas, c'est ce que essaye de faire Amazon en termes de recherche et développement. Leur intention, c'est que quelqu'un puisse voir un joueur dans un monde synthétique et qui puisse se retrouver avec le streamer dans son monde, en coopération ou en compétition avec lui. Donc le médium de la vidéo en direct va probablement jouer un rôle intéressant de passerelle avec ces mondes synthétiques. Et là-dessus, Amazon et Google, mais Amazon essentiellement avec Twitch, est très bien positionné. Alors le monde réel, me direz-vous, où en est-on ? On n'en a pas beaucoup parlé, et pourtant il va y avoir un jeu de réalité augmentée qui va placer les joueurs à l'extérieur,
Au travers du smartphone, qui va rajouter en fait des éléments virtuels au travers de la caméra qui observe, du smartphone qui observe le monde réel. Donc c'est Pokémon Go. Nintendo n'y croyait pas, donc il a donné sa licence, enfin il a donné un droit d'utilisation de la licence sur une entreprise américaine qui a développé le jeu. Et pour le coup, ça a été un vrai succès. C'est le premier succès en termes ludiques de la réalité augmentée sur smartphone, avec 100 millions d'usagers actifs. Donc MUA, ça veut dire Monthly Users. MUA, Monthly Users active, ouais. Donc les joueurs qui sont actifs par mois. Donc 100 millions. Et puis bon, ça décline un petit peu. Néanmoins, il y a quand même du monde. Et du coup, c'est pas que du virtuel. Les gens se rencontrent et il y a des choses rares dans des lieux réels qui sont intéressants à visiter. Donc c'est aussi une incitation pour les gens à sortir visiter le monde réel dans des lieux intéressants. On trouvera peut-être des choses et des trésors virtuels et on peut jouer en collaboration, en compétition avec d'autres gens du coup qui sont réels. Alors le rêve de la réalité augmentée, est aussi mixte, c'est très proche la réalité augmentée, la réalité mixte, est quand même jonché de pas mal de choses qui n'ont pas explosé autant que prévu. On se rappelle de la Google Glass qui était présentée par Sergey Brin en 2013 de Google. Ça existe encore, on peut encore l'acheter. C'est plutôt orienté entreprise cette fois-ci. Et j'en ai jamais vu. Et je ne pense pas que c'est très déployé aujourd'hui. Mais on peut comprendre l'intérêt de rajouter de l'information pour certains métiers directement sur son champ de vision et d'être du coup assisté et de garder ses deux mains libres. On comprend tout à fait le potentiel, mais pour l'instant, ça reste encore un usage limité. Cette lunette ici, qui vient de la société Magic Leap, qui a englouti des milliards, pour le coup, de dollars d'investissement, c'est le premier produit qu'ils ont sorti en 2000. Je crois que c'est plus tard que 2018, mais c'est le premier produit qu'ils ont sorti. Ça coûte 2500 €. Et ça n'a pas non plus rencontré un public très important. Pourtant, les médias étaient très optimistes et très techno-optimistes à l'époque, puisque Forbes, par exemple, en 2016, nous dit vous pouvez dire au revoir à vos écrans. Très, très bientôt, on n'en aura plus besoin des écrans. Or, on est bientôt en 2022 et je vous déconseille de jeter vos écrans si vous souhaitez interagir avec du numérique, puisqu'on n'y est pas encore. Dans le monde du jeu vidéo, il y a d'autres jeux qui vont arriver, notamment un qui va défrayer très vite la chronique, qui s'appelle Fortnite, donc toujours de Epic Games et de Tim Sweeney. Un mode de jeu qui fait peur, qui s'appelle le Battle Royale, c'est 100 joueurs qui sont en compétition pour être le dernier à la fin. Donc ça, c'est un mode de jeu qui va très vite se répandre un petit peu partout. Et aussi d'autres modes de jeu qui vont arriver très vite après, notamment le mode créatif qui va s'inspirer de Minecraft, avec des morceaux d'univers où on vous propose de faire vos propres îles, comme dans Second Life finalement, et qui sont des parties persistantes où vous pouvez construire des choses interactives et inviter d'autres personnes ou l'ouvrir à tout à chacun. Et puis aussi des événements dans ce monde virtuel et synthétique autour de la musique, autour de concerts et autour aussi d'avant-premières, de cinéma, etc. Des choses que faisait par ailleurs déjà Second Life depuis longtemps. Alors, c'est un gros succès, 350 millions de joueurs, qui ne diminue pas non plus, puisque ça continue à croître avec 80 millions d'usagers mensuels, donc actifs, des gens qui sont encore là. Et je vous ai mis un lien vers un article qui décrit un petit peu ce monde-là et pourquoi les gens, quel type de population on y trouve et pourquoi ils sont là. Et je vais peut-être essayer de décrire du coup maintenant, dans la partie sur l'expérience que moi j'ai eue sur les métaverses, en tout cas le type de gens qui ont bénéficié en fait de ces mondes-là et qui se sont appropriés
on va dire, sur la durée, ce type de monde synthétique. La première catégorie de gens qui s'est approprié ce milieu-là, ce sont les jeunes, et on l'a vu avec Minecraft, avec Roblox et avec Fortnite. C'est très significatif de la proportion des jeunes qui ont accès à des moyens numériques suffisants pour aller investir ces lieux-là. Et dans l'article que je vous proposais tout à l'heure, en fait, les journalistes décrivent ces mondes-là en fait, comme étant un tiers-lieu, et ils comparent la situation des tiers-lieux des années 80 avec la situation des tiers-lieux des années actuelles. L'usage que semble faire cette population jeune de ces mondes synthétiques, c'est celui d'un tiers-lieu, qu'ils vont investir peut-être juste après l'école, et dans lequel ils vont retrouver leurs copains, mais pas seulement. Ils vont peut-être aussi discuter avec d'autres personnes qui traversent ces mondes-là. Et on en revient peut-être à l'idée de prendre finalement les mondes synthétiques comme étant un outil qui permet de regarder aussi le monde réel et peut-être de critiquer le monde réel. Est-ce que la situation des tiers-lieux pour les jeunes est la même que celle dans les années 80 ? Et est-ce qu'elle est satisfaisante ? C'est une question qu'on est en droit de se poser. Dans les années 80, dans lesquelles j'ai grandi, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de smartphone. Les jeunes sortaient beaucoup plus dans des tiers-lieux, peut-être comme justement les salles d'arcade, où on rencontrait ses amis, mais pas seulement, où ce n'était pas tout rose non plus, mais en tout cas où on construisait finalement sa vie en société. Donc voilà, là il y a une piste de réflexion et de recherche. Et il y a surtout un public qui s'est déjà approprié ces mondes synthétiques sur la durée. Après, il y a aussi l'aspect créatif dans ces tiers-lieux qui rajoute encore quelque chose en plus. D'autres types de publics que moi j'ai rencontrés, c'est des gens qui sont en éloignement physique. Peut-être que la plupart d'entre vous habitent dans une très belle ville comme Strasbourg, dans laquelle, par exemple, Strasbourg, c'est 60 000 étudiants sur le campus. On a toutes les langues du monde et tous les pays du monde qui sont représentés, qui sont à disposition. On a une activité culturelle qui est riche. Et on n'a peut-être pas tous forcément besoin d'aller rencontrer des gens dans un monde synthétique. Néanmoins, il y a des gens qui habitent loin de toute cette richesse humaine, dans des lieux qui peuvent être ruraux, dans des banlieues également, et qui bénéficient finalement de l'utilisation des mondes synthétiques comme moyen de rencontrer d'autres personnes, parfois d'autres personnes aussi sur des milieux socioculturels qui peuvent être dans la réalité, qui ne peut peut-être pas vous convenir et qui va peut-être être du coup accessible dans le monde synthétique, sans être jugé d'ailleurs sur votre couleur de peau ou d'autres marques physiques qui seraient du coup visibles dans le monde réel. J'ai rencontré aussi des personnes en situation de handicap, et ça c'est très étonnant parce que vous les voyez cavaler dans le monde synthétique et ils sont tout à fait normaux. Et au détour d'une conversation audio, s'ils vous font confiance, peut-être qu'ils vont vous dire effectivement que dans le monde réel, ils ne peuvent pas sortir de 4 murs et qu'ils rencontrent très peu de gens. Et que du coup, ce monde, enfin cet avatar devient pour eux un véhicule, certes synthétique et certes avec plein de défauts, mais qui leur permet au moins pendant un certain temps, de rencontrer du monde, des vrais humains, et d'avoir une activité d'exploration d'un environnement spatial auquel ils n'ont pas accès. Il y a aussi des gens qui peuvent être en situation de handicap mental. Je pense par exemple aux gens qui ont des phobies sociales et qui peuvent parfois utiliser les mondes synthétiques en tant que simulateur pour s'entraîner quand même à aller vers d'autres personnes. En tout cas, c'est complexe. Il y a aussi des créatifs et des artistes, des gens qui adorent créer tout plein de trucs, comme avec les Lego, et qui, dans le monde numérique, ont un nombre infini de Lego, avec des propriétés et des lois physiques qu'on ne pourrait pas faire dans le monde réel. Du coup, ces gens-là sont plutôt intéressés par ça. Il peut y avoir des artistes, ils sont très présents sur Open Simulator et sur Second Life, les artistes, qui du coup ont des canevas finalement qui sont infinis. Lors du confinement, on a vu des jeux aussi comme GTA V en ligne, online, GTA V, qui est
un monde virtuel qui est utilisé par des gens qui vont en ligne faire essentiellement du théâtre, une sorte de théâtre d'improvisation. Et ils y trouvent quoi? Ils y trouvent des paysages, ils y trouvent des voitures, des props en anglais, donc des accessoires divers et variés. Et du coup, ils peuvent interagir avec d'autres personnes sans se postillonner dans le monde réel et en ayant un nombre de décors et puis d'accessoires théâtrales, si vous voulez, qui est infini. On y trouve aussi certains chercheurs et certains enseignants changer les lois physiques d'un monde ou bien regarder comment des individus échangent des valeurs économiques. C'est très difficile de changer les lois économiques du monde réel. Par contre, si on peut voir des gens dans des mondes virtuels avec des règles économiques différentes faire des choses, peut-être qu'on peut, on peut apprendre des choses. Chez les enseignants, par exemple, on peut imaginer qu'un enseignant en histoire pourrait être très intéressé de voir ce que pourrait être le plateau de Giza en Égypte tel qu'il était il y a 2000 ans avant Jésus-Christ, et puis d'amener toute sa classe dans cet environnement-là pour l'observer. Évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire dans le monde réel et que le monde virtuel permet de faire en plus. Et puis probablement d'autres usages. Alors évidemment, les gens qui y vont simplement pour se divertir, mais qui ne vont pas forcément rester très longtemps et qui ne trouvent pas forcément quelque chose en plus de façon très, très importante. Alors du coup, les perspectives de tout ça, vers où on va? On va vers plus d'immersion, ça c'est évident, probablement vers plus de possibilités créatives dans les interfaces homme-machine qui sont en train de se développer, et probablement aussi vers plus de possibilités d'expression de l'individu dans ces mondes synthétiques. Il y a quelque chose qui s'appelle l'informatique spatiale, ça n'a rien à voir avec la conquête de l'espace, que peu de gens ont conscience, mais l'ordinateur est de plus en plus en train de prendre conscience du monde qui nous entoure autour de nous. Ça a commencé avec les smartphones, avec tout plein de capteurs, des accélérateurs, des gyroscopes et autres qui étaient connectés. Par exemple, ici, sur l'image à gauche, on voit une caméra 3D qui voit en fait l'humain, et on peut très bien imaginer du coup, si le monde autour de nous est visible par l'informatique, tout peut devenir en fait une interface. C'est-à-dire actuellement, mon interface, c'est mon clavier et ma souris. Mais si le monde numérique autour de moi, si l'ordinateur voit et analyse les objets que j'ai dans la main, on peut définir que, par exemple, ce stylo, il voit que c'est un stylo, et si je commence à écrire, il va écrire dans le monde en 3D. En tout cas, il y a beaucoup de recherche et développement là-dessus, et ça vient du monde des voitures autonomes, en fait, qui ont besoin de comprendre l'espace autour d'elles. Et ça vient aussi de la robotique qui a besoin de comprendre l'espace autour d'elle. Et si en plus on rajoute un écran en face des yeux, ce que moi je n'aime pas beaucoup, j'interagis très peu avec ces dispositifs, tout peut potentiellement devenir aussi un écran. Donc en gros, le futur, ces interfaces s'orientent vers un monde où tout devient interactivité, pas seulement l'écran et la souris, et tout devient également potentiellement un écran. Du coup, ça ouvre tout plein de possibilités. Si on voit la personne ici avec son casque et ses deux manettes, ses deux mains, nous, dans la vraie vie, on utilise une souris et on n'a qu'un seul pointeur pour faire de la création, de la modélisation 3D. On n'a qu'un seul pointeur, alors que ici, la personne a deux manettes. Et la première chose qui frappe dans l'interface homme-machine quand on utilise ces dispositifs-là, c'est qu'on a finalement deux curseurs. Et on peut du coup très bien... on a des possibilités créatives qui sont différentes parce qu'on a finalement deux mains. Alors qu'on va souvent avoir dans le monde synthétique, dans l'interface qu'on a habituellement, simplement une seule souris. Sachant que les doigts de la main, c'est tout plein de degrés de liberté en termes de créativité. Et on s'oriente vers des systèmes qui vont être capables d'interpréter tous nos degrés de liberté corporelle pour ensuite modeler de la matière numérique. Par exemple, imaginons que j'ai un objet 3D qui soit en suspension, en réalité augmentée devant moi. Il me suffirait de prendre ma main, de fermer un petit peu les doigts et puis de tourner l'objet, plutôt par là, de tourner l'objet
pour faire une rotation de l'objet. Si je voulais l'agrandir, il suffirait de prendre mes deux mains et puis d'agrandir l'objet. Du coup, on va aussi vers des interfaces qui vont être beaucoup plus simples d'apprentissage, puisque avec l'informatique spatiale, on peut reproduire en fait les gestes naturels que les gens font déjà. Et si on va encore plus loin, enfin non, on va d'abord montrer, bon, je vois que le temps passe très vite, il est 40. La préfiguration de méta, je ne vais pas la jouer en termes de vidéo, vous l'avez peut-être déjà vue, et sinon elle est ici. Mais ce que va essayer de faire avec ces casques de réalité virtuelle Facebook, il y a toutes les chances que ça réussisse, puisqu'on sait que ça existe déjà avec VRChat. Mais dans l'exemple qu'ils ont montré, donc on voyait des avatars qui étaient très proches de la réalité, des avatars qui étaient un petit peu cartoony, des avatars qui étaient un petit peu fantaisistes. On les voyait en lévitation dans l'espace, c'était juste pour dire qu'on peut changer de loi physique. Et qu'on les voyait aussi parfois taper justement une partie de leur corps pour changer d'univers. Et là, c'était simplement pour montrer que tout peut devenir une interface d'interaction en fonction de ce qu'on va définir. Donc ces activités, je pense que ça va fonctionner de la même manière que VRChat a fonctionné. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de monde dedans? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas, parce que ça fonctionne déjà. Ensuite, on a les grands acteurs comme Epic Games et son Fortnite qui continuent à essayer de diversifier. Donc, ils font évoluer leur moteur de jeu. Ils essaient d'imaginer un protocole. C'est-à-dire, un protocole, ce serait quoi? Ce serait une façon de dire comment je peux faire pour me téléporter dans un monde virtuel sur cette colline-là, par exemple. Dans les pages web, j'ai un protocole HTTP. J'arrive à une adresse web et puis j'arrive très exactement à un endroit du web. Est-ce qu'on peut imaginer des protocoles qui vont nous permettre de nous téléporter d'un endroit du monde à un autre endroit du monde de façon interopérable et également éventuellement donc, des objets. Donc il y a plein d'activités là-dessus. Il y a des acteurs qui sont moins bien connus, mais qui ont des investissements de gros acteurs, comme par exemple Microsoft. Alors celui-ci promet de faire une sorte d'environnement virtuel très réaliste et qui sera streamé depuis le cloud. Donc en fait, on est dans le même concept que Netflix, mais cette fois-ci de manière à ne pas nécessiter d'ordinateurs qui fonctionnent, qui sont importants, qui ont beaucoup de puissance. Donc, tout le monde peut avoir sa boule de cristal. Hein, je crois que, et là, c'est juste mon interprétation et ça vaut ce que ça vaut. Moi, je pense qu'on va avoir d'abord un public jeune qui va essayer et qui va tester ce qui est disponible dans ces mondes virtuels, dans ces métaverses, si ça prend. Pourquoi? Parce qu'il a déjà un succès avec les mondes, avec le tiers-lieu. Je pense que ça marchera que si ça offre de nouveaux possibles. Et l'ordinateur individuel s'est développé dans les entreprises à cause d'une application qui s'appelait VisiCalc en 1979. Et VisiCalc, c'est le tableur. Et le tableur, la comptabilité d'une entreprise, il fallait 1 semaine pour la faire. Et quand l'ordinateur est arrivé avec le tableur, une entreprise pouvait faire elle-même sa comptabilité en 1 heure. Et du coup, ça a changé la donne. Et c'est devenu aussi un objet prédictif, puisqu'on pouvait faire sa comptabilité, changer peut-être des variables en termes de choix de taxation ou autre qu'on fait, et du coup imaginer, utiliser du coup le numérique et le virtuel pour le coup en tant que aide à la décision. Donc ça, c'était la killer app de l'ordinateur individuel qui est rentrée dans les entreprises. Reste à trouver une killer app pour les métaverses si vont prendre finalement dans les entreprises. Et je crois que ça va être du coup très, très spécifique, peut-être à chaque domaine d'activité. Et puis, on nous dit que c'est une nouvelle itération, que ça va remplacer le reste. Et ça, j'y crois pas trop. Je pense que ça va être plutôt en moyen court terme. Je pense que ça va être quelque chose qui va être proposé en plus. La vidéo n'a pas enlevé les photos, n'a pas enlevé le texte, etc. Donc plutôt quelque chose en plus. Maintenant, si on se passe à long terme, c'est là que ça devient philosophiquement et éthiquement problématique. Cette semaine, Elon Musk a annoncé il a beaucoup d'entreprises, Elon Musk. Il y en a une qui crée ce qu'on appelle des BMI, qui sont des Brain Machine Interface, donc des interfaces entre le cerveau directement
et le monde numérique externe. A priori, au début, surtout destiné à des personnes en situation de handicap lourd. L'objectif ici, c'est de faire une connexion directe entre le monde biologique, entre la biologie du cerveau et le monde numérique. Ça pose tout plein de problèmes, de sécurité, de problèmes éthiques. Si je suis connecté au monde numérique, peut-être que je vais apprendre plus vite parce que je vais avoir une bande passante plus large. C'est ce que dit Elon Musk. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsque un autre humain est connecté aussi au monde numérique et que nos deux consciences sont du coup connectables? Qu'est-ce qui se passe quand on va mixer les deux? Alors moi, je ne suis pas du tout candidat pour me mettre des appareils dans le cerveau, mais est-ce que les jeunes du futur vont avoir le choix de ces interfaces ou pas, si ça offre un avantage compétitif certain? Du coup, là, c'est problématique. Il y a un auteur qui s'appelle Yuval Noah Harari, qui est un historien et qui a fait Sapiens, mais qui a fait aussi l'histoire du futur, qu'il appelle Homo Deus. Et le dernier livre qu'il avait écrit en 2018 combine un petit peu les deux et parle de l'implication de ces interfaces directement du cerveau au numérique. Pour lui, ce serait la fin de l'Homo sapiens et ce serait le début d'une nouvelle espèce. Ce qui pose évidemment tout plein de problèmes éthiques, philosophiques. Et ça, ce serait l'objet du coup d'une autre discussion. En tout cas, nous, on va rester sur quelque chose de non invasif. Et si la thématique de ces mondes 3D sociaux, virtuels, vous intéresse et que vous voulez avoir une idée plus précise, il n'y a rien, à mon sens, qui peut remplacer le test. En fait, c'est un domaine où il est très dur de comprendre au sujet de quelque chose sans en faire l'expérience et incarner finalement cette expérience. Donc, tester des choses, essayer d'être neutre, d'être pas technophile ou bien techno, ou d'avoir peur que des applications négatives en fait de ces mondes virtuels. Essayer d'enquêter, comme le ferait finalement un journaliste. Essayer de vous informer. Au Lab numérique, j'ai notamment un de ces casques de réalité virtuelle qu'on a vu en photo. Alors pour l'instant, on ne peut pas le tester à cause de la vague et après, on pourra de nouveau le tester et déjà se faire une idée. N'achetez pas tous ces périphériques aussi juste pour vous faire une idée. Peut-être que vous n'aimeriez pas du tout et il y a des gens pour lesquels ça apporte quelque chose. En tout cas, tester, ça peut être intéressant. Et si vous voulez être créateur dans le monde de la 3D qui existe depuis très longtemps, qui n'a pas non plus besoin de métaverse pour exister. Il y a plein de logiciels qui vous permettent de faire ça. Et j'ai mis un lien vers l'atelier que je fais autour de la réalisation d'objets 3D. Donc, j'utilise un logiciel libre qui s'appelle Blender et qui permet de créer des objets 3D. Et ça peut être intéressant pour certaines personnes, pour certains chercheurs, si vous en avez l'usage, si la 3D vous apporte quelque chose. Et si vous voulez aller encore plus loin, il y a des moteurs de jeu qui existent. On peut faire des environnements 3D qui sont interactifs, qu'on peut mettre sur des plateformes comme celle de Facebook et sur d'autres plateformes. Néanmoins, apprendre un moteur de jeu 3D, ça prend vraiment du temps et c'est vraiment complexe. Donc là, il faut vraiment s'y investir sur une durée qui est importante. Et puis du coup, on va arrêter. On est presque dans les clous. N'hésitez pas à me poser vos questions. Le lab numérique, il y a plus d'informations sur cette adresse qui est ici. Et puis, la présentation que je viens de donner, elle se trouve à cette adresse-là. Et je vais la mettre aussi dans le chat. Et puis, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et je vais tout de suite essayer de la mettre dans le chat. Je vais essayer de la retrouver. Et du coup, alors, ça va être par là. Je vais le mettre dans le chat qui va être tout en bas. Je vois qu'il y a des gens qui ont posé tout plein de trucs que je n'ai pas pu évidemment voir. Et je crois que pour la partie interactivité, ça va être un peu difficile.
On perçoit le potentiel. Alors, waouh, je sais pas. Alors, la formation du SRA, notamment, même de droit d'économie. Ok, donc il y a effectivement plein de choses aussi à l'UNISTRA en termes de formation qui touchent. Et n'hésitez pas, effectivement, s'il y a des choses ici en local. Ok, s'il y a des questions, finalement. Oui, je vois quelqu'un qui parle effectivement oui, des jeux. Hein. Tant que, alors, j'ai pas du tout abordé le problème de l'addiction. Il n'y a pas d'addiction telle que moi je l'ai vu au sens d'addiction de la substance. C'est-à-dire on n'est pas sur l'addiction à de l'alcool ou à une substance addictive. Ce qu'il peut y avoir par contre, c'est des utilisations qui sont trop fortes. C'est-à-dire que si la personne passe trop de temps et que ça affecte ses résultats, on va dire, scolaires ou son activité professionnelle, là évidemment il y a un problème et là il y a effectivement des abus qui sont réels. Néanmoins, j'ai vu des gens qu'on aurait pu qualifier d'addicts qui, du jour au lendemain, ont arrêté complètement d'utiliser ces choses-là parce qu'ils ont rencontré d'autres choses intéressantes dans la vie qui les a plus passionnés, etc. Donc, évidemment, c'est utilisé avec modération. Si on l'utilise avec modération, finalement, ce que permettent ces mondes virtuels, c'est souvent tout plein de possibles, hein, tout plein de possibilités, tout plein de degrés de liberté, donc des environnements riches. Et on peut imaginer qu'en les combinant, ça stimule aussi l'imagination. Et là, il y a des travaux de recherche qui ont lieu sur cette thématique-là. Ok, super. Merci pour tous les commentaires. On retrouve notamment des bibliothèques fondées par RSF qui permettent aux joueurs d'y trouver des livres censurés dans certains pays. Effectivement, comme on ne se retrouve pas dans le problème. Là, par exemple, si Facebook devient le monde virtuel dominant sur lequel tout le monde va devoir passer, ça veut dire que Facebook aurait aussi un droit de vie et de mort sur le type de contenu qui sera disponible. Ce que fait déjà, par exemple, Apple. Par exemple, Apple n'autorise pas l'application iFixit à être sur le store Apple. iFixit, c'est une application qui permet de réparer soi-même ses objets électroniques. Tout simplement parce qu'Apple ne souhaite pas que ce soit sur le store. Donc, s'il n'y a qu'une seule plateforme dominante qui s'installe, ils ont effectivement une possibilité de censure qu'on n'a pas eu dans le web et qui peut être effectivement problématique, surtout si vous rentrez un petit peu en compétition avec les intérêts de la dite plateforme. Donc c'est vrai que toutes les expérimentations autour de modèles décentralisés peuvent être intéressants, mais surtout n'allez pas investir de l'argent dans du terrain virtuel ou dans des objets virtuels. Peut-être investissez plutôt du temps pour peut-être avoir des compétences et vous-même peut-être vendre des services ou des objets autour du numérique si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ok, merci beaucoup. Je vais du coup... Oui, alors je vais arrêter l'enregistrement. Donc on va le mettre à disposition. Il y a sur YouTube une chaîne du Centre de culture numérique. Si vous tapez Centre culture numérique Strasbourg, je pense que vous la trouverez. Et je vais la mettre cet après-midi. Donc je vais déjà arrêter l'enregistrement sur Big Blue Button. C'est ce bouton-là. Alors, il me dit « Are you sure that yes ?» Je suis certain. Et je vais arrêter maintenant l'enregistrement que j'ai fait sur OBS, donc de l'écran et de la voix. Et je fais « Stop ».